Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 10 janvier. L'Est de la RDC et le destin des réfugiés congolais font la une de médias et pour cause la déclaration du président Paul Kagame. Le président rwandais déclare que son pays n'accueillera plus les réfugiés congolais, même du Congo. À la une également à Kinshasa, les syndicats des enseignants des écoles primaires publiques ont campé devant le ministère des Finances pour réclamer le réajustement des primes. Ils promettent de rééditer leur sit-in s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Au niveau international, c'est la conséquence de coups de force à répétition. Les États-Unis d'Amérique excluent le Burkina Faso de l'AGOA. Un invité dans ce journal, Corneille Moulumba, est avec nous. C'est avec lui que nous allons commenter l'actualité de ce jour. Bonsoir, Monsieur Corneille. Bonsoir, Monsieur Ilunga. Je vous retrouve tout à l'heure. C'est une déclaration qui ne va pas du tout apaiser les tensions dans la région des Grands Lacs. La prise de parole de Paul Kagame devant le Sénat rwandais fait réagir en RDC. Le chef de l'État rwandais a déclaré que son pays n'accueillera plus de réfugiés congolais. Cette déclaration s'accompagne des menaces. La position de Paul Kagame va-t-elle provoquer des mesures de rétorsion en RDC? Écoutez ce qu'en pense le professeur Dadi Saleh. Il est enseignant à l'université de Goma. Suivez. J'ai congolais hier. C'est un président de son pays. Il est libre, tout en respectant les conventions au niveau international avec les HCR, d'accepter ou bien de ne pas accepter les réfugiés. Ça, on le répète, c'est une liberté que nous, d'ailleurs, nous devions aussi exercer. Lui a plus ou moins 70 000 réfugiés congolais qu'il estime être au Rwanda, ce qui, je pense, n'est pas vraiment la vérité, parce qu'ils inventent d'autres noms. Ils estiment qu'il y a 2 mois, des 1000 réfugiés congolais sont encore arrivés au Rwanda. C'est une possibilité avec cette guerre, mais nous avons plus de 200 à 300 000 réfugiés rwandais qui sont au Congo, ce qui fait que si lui renvoie nos réfugiés, on devait réciproquer et renvoyer ces réfugiés. Alors là, les HCR vont avoir un sérieux problème, on comprendra. Mais cette première hypothèse est simpliste. Moi, je pense plutôt que la grande hypothèse avec cette déclaration du Rwanda, c'est l'enclenchement de la deuxième phase de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Vous comprendrez avec moi que vers le sud Kivu, nous avons les Burundis qui contrôlent une bonne partie. Vers le nord Kivu, nous avons les Kenyans, les Rwandais qui contrôlent une bonne partie. Vers l'Ituri, nous avons effectivement l'Ouganda qui contrôle déjà officiellement une bonne partie. C'est-à-dire que nous sommes encerclés et là où nous parlons, cette force est en train de traverser vers le Massissi et vers exactement les Lubero, où ils occupent déjà plus de 80% des Rutshuru. Et il y a beaucoup de déplacés, plus de 400 déplacés et 3 millions. 400 du côté juste de Goma et 3 millions, ça va à l'interne de la République. Donc, son plan, c'est exactement commencer à préparer le psychique de la communauté internationale et du peuple congolais pour qu'ils envoient le maximum des gens en République démocratique du Congo pour faciliter la balkanisation directe ou bien la balkanisation indirecte. La balkanisation indirecte, c'est-à-dire que si vous avez 100 000, 200, 300 000 personnes qui viennent de l'extérieur et viennent occuper des terres, effectivement, qui sont en train de chasser nos Mwami et de chasser la vraie population congolaise, vous allez vous rappeler effectivement du cas des Minembwe, c'est-à-dire que la balkanisation indirecte peut déjà s'installer où nous aurons même d'autres peuples qui n'ont jamais existé en République démocratique du Congo. Et d'ici 2, 3, 4, 5 ans, ils peuvent déclarer effectivement des États indépendants et tous les complots avec l'article 217 de notre Constitution peut s'appliquer. Donc la question est grande. Moi, je pense que nos autorités doivent considérer cet aspect négatif pour nous, le peuple congolais, où c'est une grande phase pour la balkanisation. Corneille Moulumba, je rappelle que vous êtes acteur politique et un des cofondateurs du parti UDPS. Vous avez dû suivre l'actualité et même les déclarations du président rwandais. Que vous inspire d'abord les propos de Paul Kagame? Mais écoutez, comprenons d'abord que Paul Kagame est un mercenaire de la communauté internationale. C'est donc un traître par rapport à l'Afrique. C'est un des éléments qui contribue
a causé du retard à l'Afrique parce qu'un pays comme la RDC, qui est un pays moteur, un pays qui peut faire énormément, qui peut nourrir l'Afrique, qui peut éclairer l'Afrique, qui peut donner de l'eau à toute l'Afrique, ce pays-là prend du retard à cause des mercenaires comme Kagame. Ça, c'est la première chose. La deuxième, Kagame c'est une grenouille qui veut se prendre grosse comme un bœuf. C'est un tout petit pays, surpeuplé. Je ne vois pas les réfugiés congolais qui vont là-bas, c'est pour aller chercher quoi. Mais vous avez suivi comme moi que Paul Kagame a signé des accords avec les Britanniques pour accueillir des réfugiés qui n'ont même pas encore obtenu le statut de réfugiés, qui ne sont pas encore reconnus en Grande-Bretagne, pour qu'ils puissent venir chez eux. Donc, il est prêt à ce que des gens, comment dirais-je, des Afghans, des terroristes, ils viennent, qu'ils amènent chez lui, il va les accueillir, et il dit qu'il ne veut pas accueillir les Congolais. Est-ce que les Congolais ont besoin de ça? Ça, c'est une deuxième chose. La troisième, je pense que ce que le professeur dit n'est pas faux. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique, dans une stratégie appuyée par les Américains, notamment et autres, de la balkanisation de notre pays. Donc, Kagame n'est pas fort. C'est plutôt nous qui faisons notre leadership qui montre trop de faiblesse. Parce qu'une fois dans une des émissions, je pense que c'était ici ou ailleurs, je ne sais plus, j'ai dit, mais qu'est-ce qui nous interdit de transférer dans cet espace, Nord Kivu et Ituri, ne fût-ce que 30 à 50 000 de nos militaires? Nous les avons. L'armée congolaise compte plus de 150 000 soldats. Ne fût-ce que 50 000 à déployer dans la région là-bas. Première chose. La deuxième chose, nous avons le cobalt, le coltan, le minerai, tout ce que vous voulez. Pour quelle raison est-ce que nous ne troquons pas certains de nos minéraux avec des pays qui peuvent nous produire des armes? Éventuellement, avoir aussi des instructeurs pour des commandos, des choses comme ça. Alors, ces décisions-là, on ne sait pas les prendre parce que nos dirigeants sont trop liés avec des puissances étrangères qui soutiennent Kagame. Donc, si on avait les mains libres, on aura le moyen de payer, de financer, d'acheter des armes les plus sophistiquées et d'avoir des militaires pour ça. Alors, vous dites que les puissances étrangères soutiennent Kagame, mais la donne a commencé à changer parce que désormais, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni disent à Kagame de ne pas soutenir le M23. Donc, ils sont dans la logique de dénoncer ce que fait Kagame, raison pour laquelle hier même Kagame a parlé même vertement de la communauté internationale. Mais à votre avis, vous dites qu'il faut amener les militaires, tout ça. Oui. Quelle pourrait être la conséquence directe de cette radicalisation? Mais ce n'est pas une radicalisation, c'est un minimum. Il ne faut pas être distrait par des propos de ces pays, la France et les États-Unis. C'est des paroles, ça. Ils n'ont pas condamné le Rwanda parce qu'ils soutiennent le Rwanda, parce qu'ils financent le Rwanda, parce qu'ils financent l'armée rwandaise. Vous avez suivi, l'Union européenne a parlé, la France a parlé, les États-Unis. Vous savez que le budget du Rwanda est au moins à 50%, de l'État rwandais, au moins 50% financé par eux. Donc, je veux dire que venir demander au Rwanda de se retirer, c'est des bêtises. Ne soyez pas distraits par cela. À nous de nous armer, à nous de nous déployer suffisamment, d'utiliser nos minéraux. Nous marchons dessus. On ne mange pas le cobalt, on ne mange pas le diamant, on ne mange pas le cuivre, ni le coltan. Prenons ça, négocions avec les pays qui les utilisent pour nous alimenter en armes. C'est ce qu'il faut faire. On doit se défendre. On doit se défendre, dites-vous. Est-ce que la RDC doit se préparer à une escalade directe avec le Rwanda, escalade militaire? Mais la RDC n'attaque personne. La RDC doit se protéger, doit se défendre. Parce que je rappelle que Paul Kagame dit, désormais, il va, parce que le Congo l'insulte pour rien, maintenant, il veut faire des choses pour que le Congo l'insulte vraiment. Très bien. Alors que le Congo montre qu'il est le Congo, que nos dirigeants, bon sang, n'ont pas un peu les choses en main. Ils sont trop amorphes. Que nos dirigeants comprennent, réalisent. Quand les Rwandais verront des avions, des ponts aériens, débarquer des militaires dans l'Ituri et dans le Nord Kivu, quand ils verront des ponts aériens débarquer des armes, alors la population rwandaise sera plus comprendant qu'il y a menace maintenant. Et le jour où Kagame joue, qu'on envoie même un missile sur le Rwanda, ne fût-ce qu'une seule fois, alors les choses vont évoluer. Moi, je pense que on a peur de quoi? Ceux qui soutiennent le Rwanda, ici à Kinshasa, on est distrait. Nous avons seulement 1000 partis politiques ou combien? Si chacun des partis mobilisait 1000 personnes, c'est-à-dire qu'on aurait au moins 1 million de Congolais dans les rues à Kinshasa, dans la rue ici à Kinshasa en train de marcher. Et je pense que le monde entier, en commençant par les puissances occidentales, verront que
les Congolais sont fâchés. Ça, c'est une chose. La deuxième, nous devons décider que désormais, nous ne vendons plus nos minerais. Et si nous décidons de ne plus produire, on ne suspend la production de cuivre, de cobalt et de coltan, nos populations ne mangent pas le cobalt, hein, quoi que ce soit. Donc, je veux dire qu'on a besoin d'un leadership qui prend des initiatives. Et ce n'est pas encore le cas pour le moment. On est trop amorphe. On se fait importuner par Kagame, par le Rwanda. Ça fait même honte. Voilà. Est-ce que, bon, on comprend que vous êtes dans la logique on va dire, de dire à la RDC de se préparer pour une escalade militaire. Mais pensez-vous, comme certains, qu'il faille maintenant pour la RDC d'envisager des mesures de représailles à l'encontre de réfugiés Hutus, les quelques réfugiés Hutus? Non, là aussi, encore une fois, notre pays a accueilli des centaines de milliers de réfugiés rwandais. Mais notre armée descend dans cet espace et on identifie les gens. Vous appelez comment, vos parents s'appellent comment, votre village c'est quoi? On identifie les gens. Quand on a identifié tout ce monde, alors on remet la liste à l'ONU, on demande de récupérer les réfugiés, que nous ne pouvons plus les garder chez nous parce qu'ils nous insécurisent. C'est leur rôle, non? Il y a un commissariat pour ça qui s'occupe des Rwandais, qu'on les ramène chez eux, que Kagame les accueille chez eux, parce que le but de Kagame, c'est de peupler cet espace des Rwandais, comme ça, comme le professeur l'a dit avec raison. À un moment donné, c'est revendiquer, dire que voilà, nous déclarons notre autonomie. Donc c'est un danger pour la RDC. Commençons par ne fût-ce que faire ce travail d'identification. Si les militaires occupent ces villages, on va identifier chacun son nom, son village, tout. Et à ce moment-là, on a la liste complète des réfugiés. Ils sont combien, ils sont où, dans quel village. Et on négocie à ce moment-là, on donne un délai pour que l'ONU puisse les rapatrier au Rwanda. Ils sont rwandais, ils doivent retourner chez eux, ils ne sont pas congolais. Voilà, donc... Et le Rwanda n'est pas en guerre, donc il n'y a pas de raison qu'ils restent réfugiés chez nous. Voilà, va vous retrouver tout à l'heure, mais on continue d'abord avec le journal. C'est un coup de filet important qui a été mené à Kolosi, au Lualaba. 4 malfaiteurs, dont 2 expatriés, ont été arrêtés par la police nationale congolaise. Ils sont auteurs de plusieurs forfaits, dont des vols à main armée avec mort d'homme. Suivez. Un groupe de présumés bandits, dont 3 sujets chinois et un Congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de Madame la gouverneure du Lualaba. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, Son Excellence, Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme de 590 000 $ américains. Après exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de M. Abdallah qui est là, employé de M. Wang, M. Wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose, qu'il avait assassiné M. Zeng par l'entremise de son ami Chen Zidane qui était déjà parti à Lubumbashi. Sur instruction du commandant de la 22e région militaire, nous avions travaillé en collaboration avec le bureau Action Ville de Kolwezi et M. Zidane fut arrêté à Lubumbashi et ramené ici. Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaires
dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur, car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire. Insécurité avec des vols à main armée dans le Lualaba avec des Chinois, c'est vraiment une insolite. Et parlons du Lualaba, nous venons de l'apprendre en même temps que vous, la démission de Richard Moyège, le désormais ancien gouverneur de Lualaba, a déposé sa démission ce mardi. Monsieur Corneille Moulumba, vous êtes acteur politique, vous avez dû suivre l'actualité. Que vous inspire d'abord un mot par rapport à la nouvelle qui vient de tomber, la démission de Richard Moyège? Écoutez, si l'information se vérifie... Non, c'est vrai. Alors, je regrette beaucoup, je suis très triste pour ça, parce que c'est inacceptable. Je regrette qu'il ait pris une si mauvaise décision. Pourquoi, à mon point de vue, elle est mauvaise? Nous, de l'UDPS, nous sommes battus pour l'état de droit. On cesse de le répéter. Donc, respecter. Moi, je ne peux pas concevoir qu'un gouverneur soit retenu à Kinshasa pendant 2 ans, 2 ans, et finalement il démissionne parce qu'il désarme. Moi, je pense qu'il a ses droits. S'il avait volé, s'il y avait une enquête, mais alors, jouons le carte sur table, dénonçons qu'il y ait un procès, qu'il y ait tout ce que vous voulez, mais pas comme ça. Ça veut dire que c'est l'opportunisme. Donc, on prend des gens, on enlève parce qu'on veut tirer profit, parce qu'on veut s'enrichir, parce que ce n'est pas acceptable. Nous ne sommes pas sacrifiés pour ça. Chaque Congolais a des droits. Mouyège, il a ses droits et ses droits devaient être respectés. C'est au moins de lui rendre justice. On ne lui a pas rendu justice. Voilà, nous avons parlé tout à l'heure de l'insécurité aussi au Lualaba. Et la grande insécurité, vous le savez bien, c'est dans la région de l'Est, on va dire la partie orientale du Congo. Quelle est votre lecture générale de cette situation-là? Est-ce que nous allons vers un pourrissement total? Non, mais encore une fois, pour moi, c'est le problème de notre leadership congolais. Pour moi, nous ne prenons pas les mesures qu'il faut. Nous savons qui est là, Kagame, Museveni, nous savons MONUSCO, nous savons que derrière eux, ils ont les puissances occidentales, États-Unis, France et les multinationales. Nous le savons. Ils veulent quoi? Nous le savons, c'est occuper cette partie du territoire congolais qui regorge beaucoup de minerais. Nous le savons. Nous faisons la politique pour défendre les intérêts du Congo et des Congolais. Les chefs de l'État comme les autres, ils ont prêté seulement pour défendre les intérêts du Congo et des Congolais. La question est, quelles sont les décisions qui ont été prises pour faire face? Ce n'est pas en faisant entrer notre pays dans la communauté économique de l'Est, des pays de l'Est, pour, comment dirais-je, qui est composé de l'AEAC, qui est composé de pays qui nous font la guerre, justement, qui sont soutenus totalement par les États-Unis et par la France et compagnie. Donc, entrer notre pays dans cette communauté, accepter de faire entrer sur notre territoire des militaires, des troupes armées de ces pays-là, c'est vraiment vendre notre pays. On ne peut pas faire ça. Alors, s'il y avait une décision à prendre aujourd'hui, c'est de dire d'abord, stopper, suspendre ce déploiement de troupes de l'EAC, dénoncer les accords de Rwanda et compagnie qui font entrer notre pays dans cette affaire-là, déployer au moins 30 000 militaires, je répète, au moins 30 000 militaires congolais dans cette affaire. C'est bien de lancer l'appel à la mobilisation, mais quand vous des soldats, oui, on le fait, mais le recrutement, mais il faut des mois pour former les gens. Entre-temps, déployons sur place les militaires. Moi, je suis allé plus loin pour dire ce gouvernement doit changer. Puisque nous sommes en guerre, il faut un gouvernement de guerre. Nommons un général Premier ministre, un autre à la défense, un autre même à l'intérieur, même aux affaires étrangères, pour que les truands qui sont en face de nous là puissent avoir des gens avec qui ils peuvent parler le même langage. Je ne sens pas les décisions que nous prenons. Les Congolais sont distraits. Les organisations sociales, les organisations de la société civile, les partis politiques, vous n'entendez pas une mobilisation de la nation? C'est comme s'ils ne sont pas concernés, ou bien parce qu'ils ne sont pas conscients de ça, ou bien parce que d'autres ont le soutien par l'extérieur en question. Moi, je pense que nous avons le devoir. Si nous continuons comme ça, cette partie est pratiquement perdue. Qu'on soit conscient de ça, parce qu'il faudra faire face à 5 armées étrangères,
soutenus par les grandes puissances, avec la MONUSCO qui leur apporte le soutien logistique et tout ce que vous voulez. Donc pour moi, si nous ne revenons pas maintenant, nous perdons cet espace. Corneille Mulumba, vous êtes acteur politique, donc vous savez que vous suivez l'actualité, vous savez que l'actualité c'est l'Est et c'est aussi le processus électoral avec les opérations d'enrôlement qui ont commencé depuis le 24 décembre. Comment jugez-vous déjà cette première étape importante? Mais je suis persuadé d'une petite loi, ce n'est pas seulement l'affaire de commencer. On peut faire l'enrôlement, mais d'abord, on a perdu 4 ans, parce que c'est depuis 4 ans qu'on devait avoir fait le recensement, et du recensement, et le recensement en 2022, 2023, ce n'est pas comme en 1700. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, et en 3 mois, on peut avoir terminé le recensement. En déployant seulement les ordinateurs avec plaques solaires dans chaque localité. Ça, c'est 1. 2. Parce que du recensement, on pouvait extraire l'enrôlement, donc les fichiers pour enrôlement. On ne l'a pas fait. On fait maintenant l'enrôlement. C'est bien. Observez que sur la carte d'identité, les cartes d'électeurs, on ne mentionne plus le village. Or, chaque Congolais a un village. Chaque Congolais a un chef coutumier. Si on ne mentionne pas ça, c'est-à-dire qu'on ne sait plus identifier. N'importe qui peut aller. Et ensuite, je pense que si nous faisons des élections, nous devons les financer nous-mêmes pour empêcher que l'étranger n'y mette ses pieds et nous impose ses hommes. Sa volonté. Absolument. Voilà, en 30 secondes, on a fini avec vous. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à la suite du processus électoral? Mais pour le moment, je ne peux pas être optimiste parce que je ne suis pas assuré que les résultats vont être conformes, et non seulement conformes, mais en plus que ces élections produisent des Congolais qui soient effectivement capables de conduire le pays. Ce sera votre mot de la fin. Corneille Mulumba, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes l'un des cofondateurs du parti UDPS. Je le disais en titre, le syndicat des enseignants des écoles primaires publiques était ce mardi matin, devant le ministère des Finances pour réclamer les réajustements des primes de gratuité tels que signés en Mbouela Lodge. Pour ces derniers, le ministre des Finances serait à la base même du blocage de ces primes. Ces syndicats promettent de poursuivre leurs actions si le ministre ne répond pas favorablement à leurs préoccupations. Suivez ces propos recueillis par Patience Lokeke et Stani Samba. Il y a eu violation des accords signés en Mbouela Lodge entre le gouvernement et les banques syndicales. Il était prévu que le gouvernement de la République paye les réajustements des primes de gratuité à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Nous avons constaté qu'ils ont payé seulement le mois de juillet. Tout le reste des mois, ils ne l'ont pas payé. Il était aussi prévu qu'ils payent la prime d'encadrement de la paye pour les agents et cadres des services centraux. Nous avons constaté qu'ils ont payé seulement le mois de septembre. Tout le reste des mois, ils n'ont pas payé. Alors que vous savez des coutumes, quand nous entrons dans une nouvelle année, les dossiers que nous avons souvent dans la chaîne des dépenses tombent en annulation. Alors c'est comme ça que nous sommes venus pousser le ministre des Finances parce que tous les dossiers sont entre ses mains. C'est lui qui doit signer. Ça reste seulement lui pour la signature. Le sit-in concerne tous les enseignants du primaire pour le déblocage de la prime de gratuité des enseignants du primaire. Le ministre des Finances jusque-là ne sait pas signer les documents octroyant aux enseignants les réajustements de la prime de gratuité depuis le mois d'août jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous lançons un vif message à tous nos camarades enseignants du primaire de pouvoir être là nombreux pour que nous puissions ensemble décrocher cette prime de gratuité. On est venu répondre, n'est-ce pas, à notre déclaration qui a été transmise officiellement auprès du gouvernement par le biais du ministère des Finances pour ainsi exprimer notre ras-le-bol, notre déception face à cette boule tergiversation de la part du ministère des Finances. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu une mauvaise foi vraiment du gouvernement, qui n'est pas sincère vis-à-vis des actions du président de la République.
C'est parti avec l'opération Coup de poing annoncée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Depuis lundi 9 janvier, le go de la destruction de marchés pirates et évacuation des épaves des véhicules mal garés le long du boulevard Lumumba a été donné. C'était en présence du gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila, du vice-gouverneur Gérard Mulumba, ainsi que du général, on va dire, du patron de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui coordonne cette opération. Enoch Issei. C'était aux environs des 4 heures du matin que le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a, à partir du marché pirate hindou, situé en quelques encablures de l'entrée de Siforko à Massina, donné les go de l'opération de destruction de marchés pirates et évacuation des épaves et véhicules mal garés le long du boulevard de Lumumba. Chemin faisant, le patron de la ville de Kinshasa a ordonné l'évacuation de vendeurs et surtout des véhicules mal stationnés, mais aussi des épaves qui rendent davantage sale cette grande artère, porte d'entrée de la ville. Partant du site hindou, à passant par Kingasanyasuka, Pascal, marché de la Liberté jusqu'au quartier Massina, le premier citoyen veillait à ce qu'aucun aspect concerné par cette opération ne soit négligé. Face à la presse, peu avant la fin de cette périple, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a invité une fois de plus la population quinoise en général et celle de Tchangou en particulier au strict respect de la loi et consignes données par les autorités. Nous avons lancé un communiqué depuis 4 jours et aujourd'hui c'était donc le deadline. Il fallait débarrasser toutes les emprises le long du boulevard Lumumba, sur le tronçon compris entre l'aéroport de Djili jusqu'à la première rue Limité. Ici remercier la police ainsi que tous les services de la ville qui ont fait un travail de titan, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis pratiquement 3 heures du matin pour en découdre définitivement avec ces mauvaises pratiques d'étaler la marchandise sur les emprises publiques, sur les caniveaux et sur les trottoirs également. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville a rassuré que les travaux d'embellissement des emprises publiques vont se poursuivre le long